Bienvenue dans Manager l'Odyssée, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager sur Be Smart for Change. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marie de Grandguillot, directrice générale de Nickel. Son parcours est riche. Après avoir débuté dans le conseil en stratégie, Marie a fait le choix de s'orienter vers la microfinance avant de rejoindre Nickel, la néobanque de BNP Paribas en 2019. Notre invitée contribue à faire évoluer une solution qui permet d'ouvrir un compte bancaire en quelques minutes, rendant de ce fait les services financiers accessibles au plus grand nombre. Marie partagera ses expériences en tant que femme dirigeante. Nous verrons en quoi les stéréotypes ont la peau dure. Nous reviendrons aussi sur l'importance d'être présent pour ses équipes. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans Manager l'Odyssée. Merci. J'aimerais qu'on commence droit au but. Si on prend la chronologie de vos expériences, est-ce que vous pouvez me raconter un événement marquant dans l'un des cabinets de conseil par lesquels vous êtes passé, donc je pense à CVA et Roland Berger, qui a eu un impact fort sur votre vision du management? Ah, vous me prenez Un peu au au dépourvu. dépourvu. Pour moi, dans les cabinets de conseil, on apprend beaucoup de choses, énormément de choses. C'est des métiers très exigeants, très exposés. On travaille beaucoup et on travaille auprès de direction générale, donc il y a beaucoup de pression. Mais honnêtement, je trouve qu'on n'apprend pas le management. Si je devais le dire comme ça, c'est-à-dire que bien sûr qu'on est managé, on a des chefs de mission, il y a des managers, il y a des principaux, il y a des partenaires. Et est-ce qu'on apprend mais sinon des choses à ne pas faire? Bien sûr, mais du coup, non, mais j'ai quand même une réponse. C'est-à-dire que je trouve que, on n'apprend pas forcément le management parce que ce sont pas des métiers, standards. Il y a beaucoup de, tous les consultants, entre guillemets, «se ressemblent un peu». Ils ont tous des parcours académiques d'excellence. Ils vont être très exposés. Ce sont des gens qui ont envie de travailler beaucoup, qui ont envie de prendre des risques et d'avoir des responsabilités futures. Mais ce côté un peu monolithique, je dirais, du profil du consultant fait que manager une équipe de consultants, c'est pas non plus la vraie vie. C'est pas comme manager une entreprise ou une organisation. Il n'y a pas une diversité de Il y a pas une profils. diversité de profils qui est incroyable. Il y a que des gens qui sont, qui se ressemblent. Et donc, je trouve que je me suis plutôt dit, au sortir de ces 6 ans de conseil, Ouais. que ça serait pas là que je me renourrirais le plus pour devenir la manager que j'aurais envie d'être. Parce que c'est globalement facile de travailler avec des gens et des cerveaux brillants, bien structurés, qui sont prêts à travailler jusqu'à 1 heure du matin. Et dans des missions, voilà, qui sont certes contraintes et stressantes, mais c'est pas le sujet, ce qui, si vous voulez, je retiens le plus structurant dans mes apprentissages d'années de conseil. Alors que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à travailler énormément, à structurer ma pensée, à saisir des problématiques complexes. Mais c'est pas là où, en observant ceux qui me manageaient, j'ai le plus appris, je pense. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le saut vers la microfinance en rejoignant l'association ADI? Moi, j'ai toujours un peu alterné entre, exigence, apprentissage, travail dur et sens. J'ai toujours voulu avoir des expériences qui, à un Qui moment pouvait allaient, manquer dans le conseil? pour moi, oui, Mmh. le sens, c'est quelque chose de très subjectif. Moi, Ouais, aujourd'hui, complètement. à l'ADI, quand j'ai passé 6 ans à l'ADI, j'ai eu le sentiment de contribuer modestement à changer des déséquilibres du monde. Chez Nickel aussi. À l'ADI, c'est une organisation, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Mmh. Chez Nickel, c'est une filiale de BNP Paribas. Donc, je pourrais avoir des gens qui me disent, l'inverse de ce que je pense. En tout cas, vis-à-vis de moi-même, oui, j'ai toujours voulu contribuer à des projets qui étaient porteurs, de sens, qui étaient utiles, qui avaient un impact, qui changeaient la vie des bénéficiaires, des clients. Et c'est ce qui a motivé Et après ce le conseil, changement. voilà, c'est ça, exactement. Après le conseil, je me suis dit: «Bah, t'as vu plein de choses». J'ai bossé dans la pharma, j'ai bossé dans des grosses industries, d'extraction de matières premières, d'engrais, j'ai bossé dans des boîtes digitales, dans les services publics. J'ai bossé dans la banque aussi, j'ai fait des missions de réduction de coûts, de réorganisation, des fusions post-acquisition, des plans stratégiques. Je me suis dit: «Tout ça pourquoi?» C'est qu'une boîte à outils, en fait, qu'on a envie d'exploiter. Ouais. Et moi, j'avais envie de le mettre au service de projets auxquels je croyais. Et en gros, j'ai réussi à rejoindre l'ADI, parce que c'est pas non plus une transition simple, puisque on a tous des choix professionnels et on est entouré de gens qui, finalement, créent des normes autour de nous. Et donc, j'ai rejoindre le monde associatif après avoir fait 6 ans de conseil, c'est pas si simple. Et j'ai réussi à le faire parce que je me suis fait staffer, subtilement à l'intérieur du cabinet, sur une mission pro bono pour l'ADI, ce qui m'a permis d'aller faire du conseil à l'ADI. Et en rejoignant l'association, le directeur général, au bout de la mission, m'a dit: «Bah, rejoins-nous, viens dans l'équipe de direction, il y a plein de trucs à faire».
et j'ai dit banco. Et alors, est-ce que, le management était plus présent, à l'association? Oui, bah, alors moi, ça a été une expérience, enfin, très éclairante. Alors sur le management, bien sûr, mais sur beaucoup de choses. Sur, comment on donne du sens aux gens au travail, comment on met en mouvement une organisation, comment on crée des organisations efficaces. Quand on est dans le conseil, on se dit souvent que finalement, on n'irait travailler chez aucun de ses clients. En gros, ils sont jamais suffisamment bien, suffisamment bons, suffisamment avec une culture de bienveillance. C'est un peu ça aiguise l'esprit critique, je dirais, le conseil, puisqu'on est là pour essayer d'améliorer les choses. Et en rejoignant l'ADI, j'arrivais avec aussi cette idée préconçue, même si j'ai beaucoup d'amis dans le monde associatif, de me dire que je faisais un choix fort parce que j'allais rejoindre un monde un peu d'amateurs, de gens bien qui veulent bien faire des choses, mais qui sont quand même pas très pros. Et à l'ADI, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai découvert. J'ai Oui. découvert des gens très, très organisés, Mmh. d'excellents managers, notamment le directeur général d'ailleurs, je dirais, qui, Oui, justement, j'allais y venir. Est-ce que ouais, vous avez des mentors ou des, figures qui vous ont, influencé en termes de management? oui, Dans et votre bah, style de management? typiquement, bah, Emmanuel Landais, qui est directeur général de l'ADI, qui est quelqu'un de très humble, très discret, heu, qu'on va pas repérer typiquement dans une pièce, alors que c'est lui qui dirige cette association qui Mmh. aujourd'hui, rassemble 900 collaborateurs et 1 300 bénévoles. C'est plus de 2 000 personnes qui sont engagées, pour cette association et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait avoir, énormément d'impact sans, asseoir une autorité de manière trop, radicale, que la légitimité, de son propos vient pas de la forme d'expression qu'on va utiliser. Dans le conseil, souvent, vous avez des rapports de force qui peuvent se créer, dans le management, vous avez des rapports, un peu de domination, des confrontations. Alors c'est aussi utile de savoir, naviguer, dans ce genre d'environnement pour pouvoir imposer ou en tout cas faire passer son point de vue. Mais à l'ADI, c'est pas du tout, ce que j'ai découvert et donc le Vous fait avez appris, d'avoir l'horizontalité plus? exactement. Non, il y a une structure, il y a une hiérarchie, il y a une organisation, mais il y a des managers qui sont beaucoup plus bienveillants, il y a une vraie Plus de rapport de diversité. confiance? Exactement. Il y a une vraie diversité aussi dans les équipes, avec des gens qui viennent de beaucoup d'horizons différents. C'est, des personnes qui sont toutes très, très engagées Mmh. pour servir l'impact de cette association et donc ce qui aligne énormément les énergies. Au-delà même du management, donc de ce que vont pouvoir apporter les hommes et les femmes, de cette organisation pour donner du sens, organiser le travail. Mmh. Au-delà même de ça, le fait d'être dans une association qui est utile fondamentalement et qui sait pourquoi elle est là, qui a une raison d'être très forte, ça libère une énergie et un engagement des équipes qui est dingue Et et donc cette ça forme de bienveillance, c'est ce qui vous a nourri, chez Adi? Est-ce que c'est quelque chose néanmoins qui est retransposable, chez Nickel? bah, oui, enfin, en tout cas, oui, moi je l'ai cru. C'est-à-dire au bout de 6 ans à l'ADI, je me suis dit que c'était bien, mais que c'était un choix fort, de rejoindre le monde associatif, à un moment où c'était encore le début de mon parcours et donc je me suis dit: «Retourne dans le monde de l'entreprise, mais va dans une entreprise qui a du sens» et donc globalement, moi, mon petit moteur personnel, c'était ça, c'était de pouvoir prendre tout ce que j'avais appris dans mon associatif pour libérer les énergies et contribuer à un projet un peu plus grand, mais sous une autre forme qui est celle de l'entreprise. Et on le retrouve. C'est possible de faire vivre la bienveillance dans le monde de l'entreprise. C'est possible de créer des organisations avec de la diversité. C'est possible d'avoir vraiment cette culture-là de simplicité, au sein de ces organisations et ça a un impact incroyable sur les équipes. Et typiquement, plus concrètement, comment ça se passe, avec vos équipes? Comment est-ce que vous évaluez la dynamique de votre équipe? Bah, alors déjà, bon, alors, en tant que dirigeant, il y a plein d'indicateurs pour mesurer est-ce que les équipes se sentent bien. Donc on fait des sondages, on a notamment le NPE, donc c'est le Net Promoter Employee Score. Donc c'est est-ce que en gros nos employés, nos collaborateurs recommanderaient à leurs proches de venir travailler chez Nickel? Et globalement chez Nickel, ces indicateurs-là sont très élevés. Mmh. Recommander de venir travailler dans une organisation, c'est quelque chose de très engageant quand même. Donc il y a peu de gens qui disent: «Ah viens, ma boîte elle est super, tu devrais bosser chez nous». Donc ça, il y a plein d'indicateurs et façons de le mesurer, mais ça se vit aussi simplement et donc je pense quand vous voulez parler d'actions concrètes, ben, moi je suis quelqu'un de très, très accessible. Je suis quelqu'un d'extrêmement simple dans mon élocution, dans mes interactions avec, les collaborateurs, que ce soit des gens avec qui je travaille tous les jours très régulièrement ou avec des gens avec lesquels, que je vois, de manière, voilà, très ponctuelle, une fois de temps en temps. Cette simplicité, voilà, cette bienveillance qu'on essaie d'avoir tous les jours les uns vis-à-vis Mmh. des autres, bah, crée un climat du travail qui est vraiment différent assez unique à vrai dire. Et est-ce que néanmoins, il y a des cas de figure, des projets peut-être qui se répètent, où vous observez des lacunes en termes de communication, des choses que vous pourriez, améliorer encore? Ah mais il y a plein de choses. Oui, Des défis, il y en mais a est-ce plein que peut-être quelque chose qui se reproduit, un cas de figure, précis? liés à la bienveillance? Plus à Pas la forcément? communication, Bah, je trouve que la communication, c'est un peu un défi permanent parce que, il se trouve que parfois chez Nickel donc Nickel, c'est
Donc aujourd'hui, je dirige Nickel. Nickel, ça a 10 ans. C'est une entreprise très jeune qui a fait face à une croissance phénoménale. Donc aujourd'hui, en 10 ans, on a 4 millions de clients qui ont leur compte chez nous, et les gens qui ont leur compte chez nous utilisent comme leur compte principal. Donc c'est une croissance dingue. On est devenu européen, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 4. Nos équipes sont devenues internationales. Enfin, tout ça, donc, ce que je vais dire va être propre aussi à la nature de l'organisation dans laquelle on est. Mais chez Nickel, je trouve que parfois, on a pu pâtir d'excès de communication, dans le sens d'excès de transparence. Parce qu'on a, En interne? Oui, en interne. Par cette volonté justement de donner accès et d'être très proche, de créer de la proximité. On peut dire tout quasiment à tout le monde, ce qui a pour effet finalement de surcharger énormément les équipes. Parce que du coup, tout le monde est au courant de tout. Ça crée un sentiment d'appartenance très fort. Ça crée de l'engagement et une compréhension de la vision, mais ça surcharge aussi. Parce que les équipes, elles savent ce qui se passe dans leurs équipes, mais elles savent ce qui se passe dans toutes les équipes. Donc à la fin, ça crée de la distraction. Or, on est dans des phases de croissance qui sont très, très exigeantes, puisque tout le monde a tout à faire. On n'est pas dans des phases où il faut transformer un périmètre qui est établi. Il y a énormément à construire. Donc être focalisé sur ce qui est devant soi et se dire, j'ai cette responsabilité-là, je vais bien la construire, cette brique, c'est essentiel aussi. Donc vous avez rétro-pédalé et aujourd'hui il y a moins de transparence et c'est assumé? Il n'y a pas moins de transparence, il y en a autant, mais je trouve que c'est un équilibre en fait qui est pas simple à maintenir. Mais pour vous donner des exemples, on maintient énormément de transparence. On parle par exemple, la direction générale parle aux équipes, à toutes les équipes, 2 fois dans l'année. Donc on a des town halls, des moments où on se réunit tous, et toutes les questions qui se passent, on est là pour répondre, toutes les questions, les interrogations, les doutes aussi que les équipes peuvent avoir par rapport à nos décisions, par rapport à notre marché, à notre développement. On est là pour y répondre de manière très transparente, et je pense que c'est quelque chose de fondamentalement important pour les équipes aussi, d'avoir ces moments-là d'échange. Et pour vous, la culture d'entreprise, c'est un détail ou c'est le secret du succès? Ah, je pense que c'est fondamental. Ça n'est pas du tout un détail. Ça n'est pas non plus le secret. C'est-à-dire qu'il y a aussi des entreprises, je trouve, qui en font une espèce de... qui ont mis la culture dans la roadmap. En gros, récemment d'ailleurs, je discutais avec des gens qui ont dit: ah oui, on a une autre entreprise qui disait on avait un problème de culture d'entreprise, parce que les gens qui nous quittaient, en gros, disaient tout le temps: la culture de l'entreprise ne convient pas à... Je me projette pas dans une entreprise comme ça. Donc on a bossé la culture et on l'a changée. Pour moi, la culture, c'est dur à changer. C'est comme la culture, notre culture en tant que citoyen, notre culture en tant qu'habitant de la France, qu'Européen. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose d'incrémental, sur lequel, oui, on fait des erreurs, mais on continue à faire grandir. Donc, je dirais pas secret dans le sens qu'il n'y a pas de recette pour moi, mais c'est quelque chose d'essentiel, puisque ça va créer toute la dynamique et l'efficacité de l'organisation. Je pense que c'est au cœur de l'efficacité de l'organisation. Donc c'est pas galvaudé? Ah non, pas du tout. Et chez Nickel, elle prend quelle forme, cette culture d'entreprise? Chez Nickel, on a 4 valeurs qu'on assume et qu'on fait vivre en fait au quotidien. Donc il y a la bienveillance, on l'a mentionné, le fait de considérer tout le monde de la même manière. On est tous un pour un. Il n'y a pas une personne qui vaut plus qu'une autre. On se tutoie tous. Il n'y a pas une équipe qui travaille mal, l'autre équipe qui travaille bien. On veut vraiment travailler là-dessus. Vous pouvez nous rappeler combien vous êtes? On est 900 collaborateurs aujourd'hui. On est 850, pardon. Je m'emballe un peu. Ça m'arrive souvent. Et donc la bienveillance, donc c'est un axe fondamental qui peut s'exprimer en interne, mais aussi vis-à-vis de nos clients. On veut vraiment se mettre au même niveau que nos clients, les servir avec une énorme exigence et les considérer comme des gens fondamentalement importants pour nous. Dans le marché bancaire, c'est pas vraiment le cas de tous les acteurs traditionnels. Donc ça change quelque chose. C'est quelque chose qui est structurant dans notre façon de servir nos clients. On a la simplicité, faire des choses simples, et c'est aussi pareil dans nos échanges. Faire des choses simples, c'est fondamental, et c'est compliqué. C'est très compliqué de faire des choses simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de process, que tout se fait en Il y direct? a énormément de process. On est dans une industrie qui est réglementée, on est dans la finance, donc on a énormément de régulateurs qui s'assurent que ce qu'on fait, on le fait bien et qu'il n'y a pas de risque associé à notre métier. Et alors, qu'est-ce qui est simple? On veut que ce soit simple pour l'utilisateur, on veut que ce soit simple pour nos collaborateurs, et on veut rester simple entre nous. On veut se focaliser aussi sur des choses utiles. Ça, c'est la 3e valeur, c'est l'utilité. Donc, typiquement, on ne va pas innover chez Nickel sur des sujets qu'on trouve secondaires. On se focalise sur le compte, en fait, sur ce qui va changer la vie de nos clients au quotidien. Et ils vont pas juste innover pour innover ou aller regarder des sujets gadgets, même s'ils sont très sexy, parce qu'ils sont très trendy en ce moment. Donc ça, c'est ce qui peut limiter peut-être, parce qu'on parle des collaborateurs ici, l'innovation est peut-être un peu limitée je pense pas. L'innovation n'est pas du tout limitée. Je pense que l'innovation, elle est boostée par la contrainte. Et nous, il se trouve qu'on a 4 contraintes, ça, c'est 4 valeurs que je viens de présenter. Donc, à partir du moment où vous dites aux gens, on va être une des boîtes les plus innovantes de notre marché, on va aller servir le plus grand nombre de clients, mais on a 4 sujets.
c'est qu'on veut être bienveillant, Mmh. simple et utile. Et bah, du coup, forcément, les gens sont très, très engagés. Vous responsabilisez énormément nos équipes. Chez nous, les équipes ont un niveau d'autonomie qui est assez unique, hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent proposer, elles peuvent innover, elles vont tout de suite pouvoir tester des choses. Et donc ça va permettre, de libérer l'énergie des collaborateurs et d'innover encore plus vite chez Nickel. Marie, vous avez fait face à des stéréotypes en tant que femme dirigeante. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Je pense que tout le monde a des anecdotes, enfin, en tout cas, toutes les femmes ont des anecdotes dans leur vie, en tant que femme dirigeante, oui, enfin, en tant que femme, dans une organisation, tout simplement, j'en ai beaucoup. Heu, qu'est-ce que je pourrais vous raconter, une anecdote sur, un jour où j'étais très fière. On venait de rejoindre Nickel, enfin, je venais de rejoindre Nickel, pardon, et donc la première mission que j'avais, c'était de trouver des managers, qui allaient pouvoir réaccélérer l'entreprise. Donc il fallait vraiment senioriser, notre équipe de management, faire venir des vrais talents qui allaient pouvoir, voilà, sur les 5, 6, 7 prochaines années, construire, ce succès-là. Et donc on était hyper exigeants dans le process et puis, à la fin de ce process-là, qui était dans des temps très, très raccourcis, hein, puisque une entreprise qui se développe si vite, tout va vite. Enfin, j'étais hyper contente d'avoir trouvé 3 personnes et surtout que c'était 3 hommes et Combien de femmes avaient postulé? ça je sais pas. Je sais pas. Il y avait des femmes aussi qui ont postulé, mais il se trouve que c'est 3 hommes Mmh. et donc j'étais hyper contente et je sors de ces entretiens et un collaborateur me dit, «Ah c'est super, ça y est, on va enfin avoir, des gens de top niveau pour faire ça, mais dis donc Marie, j'ai vu que c'était 3 hommes, tu serais pas un peu une de ces femmes, qui peut pas travailler avec des femmes?» heu et j'avoue que j'étais hyper blessée de cette remarque d'abord. Pourquoi? Bah, parce que pourquoi en fait on interprète, mes décisions de dirigeant au prisme avec le regard du fait que je sois une femme? Mmh. Pourquoi ça? Ouais. Je trouve que j'ai recruté 3 personnes et qu'elles font super bien Mmh. et qu'elles vont nous apporter énormément. Pourquoi? Parce que je suis une femme, on va lire mes actions avec ce Mmh. biais-là. Mmh. Donc ça m'a énormément blessée. Et c'est quoi le stéréotype qui se cache derrière? Bah, le stéréotype, c'est, la femme dominante qui, va tuer toutes les autres femmes sur sa route, qui se comporte comme un homme, qui va être dans un référentiel de stéréotypes masculins, Mmh. voilà, c'est ça l'image et pour moi, le problème, c'est de pou je j'ai pas envie qu'on lise mes actions avec ce prisme-là. J'ai envie qu'on lise mes actions au regard de leur pertinence, de leur efficacité, de leur impact sur les équipes, de leur impact sur nos clients, mais pas parce que je suis une femme ou un homme et donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que je suis très sensible sur ce sujet-là, dans le sens où je veux vraiment que le monde évolue et qu'on arrive à une vraie égalité entre les femmes et les hommes. Donc me être perçue comme étant Ouais. un accélérateur d'une inégalité, ça me posait un problème et puis, bah, le troisième, c'est un peu de me dire: «OK, en fait, les gens se font des avis, hors sol». Mmh. C'est-à-dire, Mmh. il y a comme ça, un collaborateur qui s'était fait cet avis-là tout seul et qui me l'avait exposé. Et comment est-ce que Heu, vous avez réagi de but en blanc? ah, bah, je sais plus ma réaction, mais je sais que j'étais pas je pense Très que choquée. ouais, ouais, je pense qu'elle était pas dingue. Non, je pense que ma réaction, le collaborateur a pas pu lire tout ça. Mais moi, ça m'a rappelé que, en fait, nos équipes lisent nos actions avec, leur propre Bien biais, sûr. avec leur propre raisonnement, là où ils sont, avec les outils qu'ils ont à leur disposition et donc que c'est très, très important d'expliciter le pourquoi, d'expliciter en C'est ce que vous avez permanence fait a posteriori ou pas du tout? oui, bah, je redis enfin, Est-ce que vous avez voulu, vous en justifier, je veux dire, auprès de ce collaborateur? bah, j'ai surtout recruté les 3 personnes qui étaient les meilleures dans le cadre de ce processus-là de recrutement, qui étaient contraints par les délais, par les candidats qui ont répondu, par notre capacité nous-mêmes à rédiger une offre. Enfin, tout ça, il y a sûrement plein de biais là-dedans. Et je dis pas que ça n'est pas forcément un problème que j'ai recruté 3 hommes sur cette poste-là. Mais je trouve que surtout, heu, c'est très important d'expliciter le rationnel de nos décisions, le comment on les prend, le pourquoi on les prend et comment on pense que c'est les bonnes pour que nos équipes adhèrent et suivent. Donc c'est la leçon que vous en avez tirée, c'est qu'il faut expliquer les choses. Ouais, encore davantage, toujours davantage. Plus globalement, vous pensez que les stéréotypes de genre, peuvent affecter la perception, des compétences encore maintenant? Ah mais bien Plus sûr. que jamais? Ah bah, enfin, plus que jamais, j'en sais rien. Je pense qu'on est très mais je veux dire, c'est pas, je pointe pas les hommes, hein. Je veux dire, je porte autant de stéréotypes de genre, qu'on en porte sur moi. Je peux vous donner un exemple, j'étais dans une réunion professionnelle, et quelqu'un, en gros, on me dit: «Ah bah, je voulais te présenter Marie, je voulais te présenter, un monsieur untel». Et le monsieur, en gros, dit, se détourne et cherche un homme, en fait, à qui s'adresser la parole, ne comprenant pas que c'était moi qui dirigeais l'entreprise. Oui, d'accord. Ça, donc ça m'a ba je donc j'ai dû lui expliquer. Donc je me suis positionnée, je lui ai dit: «Non, mais je suis, la directrice générale, on peut se parler» et il m'est arrivé la même chose. Moi-même, j'ai déjà fait ça. J'étais dans une situation, exactement Mmh similaire mh. et on me présente 2 personnes et en gros, j'associe à l'homme en face le rôle de Mmh. dirigeant, alors que c'était la Oui, femme c'est qui des était là. biais, qu'on a tous, en On a fait. tous ces propres biais-là, je pense qu'il faut essayer d'en être conscient, faut Donc c'est essayer quoi? de C'est se une lutte un peu de chaque instant? ouais, puis c'est pareil, il faut en parler.
Enfin, je trouve qu'il faut en parler. On parle beaucoup de ça chez nous, chez Nickel. On fait énormément de pédagogie au sein de nos équipes. On essaie de traiter tous les sujets, l'égalité entre les femmes et les hommes, le handicap, les sujets de sexualité, d'orientation de genre, toutes les sujets qui peuvent concerner des discriminations ou des minorités. Mmh. Ne serait-ce que d'expliciter ça permet à chacun de se positionner, de dire bah, moi je vois pas le problème, ou d'ouvrir quelques petites portes, de comprendre quelle est la bonne réaction, de comprendre comment il faut agir pour être adapté par rapport à des personnes qui vont être dans telle situation, telle situation, telle situation. Et je pense aussi au stéréotype selon lequel les femmes doivent mettre de côté leur vie de famille pour atteindre leurs objectifs professionnels. Vous pensez que c'est encore bien ancré, ça? Je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Je ne sais pas si c'est il faut, en tout cas à faire, je trouve ça très très exigeant. Dans mon À métier. faire, vous, personnellement, vous voulez Moi, dire? dans mon métier aujourd'hui, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est pas d'être dirigeante ou c'est pas d'être mère. C'est les deux en même temps. Les deux. Il se trouve, voilà. Et ça, je trouve que c'est une tension permanente où Dont on n'a pas encore trouvé les solutions, quoi. voilà, c'est tous ces équilibres, hein, donc ça tient tant que c'est en mouvement, quoi. Mmh. Mais je trouve que c'est très très exigeant vis-à-vis de la société, des collaborateurs ou des gens autour de moi. Je trouve que nos vies personnelles ne font pas vraiment énormément. Enfin, je m'ouvre, les collaborateurs proches, ils savent exactement en fait que je suis mère, que je suis mariée. Je ne m'en cache pas. Mais après, c'est vrai que je trouve que d'être dirigeant, c'est très exigeant en termes d'amplitude horaire, en termes d'aller voir les équipes le week-end, d'être à tous les événements professionnels. Donc, ce sont des métiers où les frontières se floutent. Et est-ce qu'au regard de vos expériences, il y a un message en particulier que vous aimeriez transmettre à des femmes qui aspirent à des postes de direction dans des secteurs traditionnellement masculins? Oui, c'est vrai que la finance et la fintech sont des secteurs traditionnellement masculins. Très Moi, j'étais masculin. la première d'ailleurs femme membre de l'équipe de direction Ouais. de Nickel, et les blagues qui existaient à l'époque ne sont plus tolérées dans l'équipe actuelle. C'est-à-dire que ça change des choses aussi. C'est-à-dire entre 2019, vos prises de fonction et aujourd'hui? Oui, oui, l'équipe a complètement changé. Aujourd'hui, il y a 50% de femmes qui dirigent dans l'équipe de direction de l'entreprise. À l'époque, j'étais la seule. Donc, en fait, ça change les choses, ça change les comportements, les comportements des hommes, les comportements des femmes. La diversité, en fait, c'est une certaine exigence parce que accepter chacun comme il est, avec le bagage qu'il a, ça fait que certaines blagues un peu lourdes, sexistes ou discriminantes, on se les autorise plus. Donc il y a qui étaient des moyens de connexion, qui étaient des moyens de connivence, qui n'étaient pas que des moyens d'humiliation, bien sûr. Mais ça crée beaucoup d'intelligence et ça crée des collectifs beaucoup plus ouverts, à l'écoute. Et je pense que ça enrichit énormément les décisions et la résilience des organisations. Et ça, c'est chouette parce que précisément, c'est la culture d'entreprise de Nickel qui se veut inclusive, mais pour une boîte qui serait un peu plus rigide, un peu plus Oui, non, traditionnelle. mais mon conseil, parce que vous avez posé une question Parce sur le qu'ici, on est conseil dans le aux femmes. concret, on part avec des Ouais. outils. Et moi, mon conseil, c'est juste de faire de faire ce que vous voulez, en fait. Vous voulez être dirigeante, vous allez être dirigeante. En fait, de vous faire confiance. Il n'y a aucune raison que ça se passe pas comme ça. Si vous voulez diriger une entreprise, c'est sûr que c'est des compromis, c'est un métier, hein, c'est un métier comme un autre. Mais si c'est ça votre aspiration, faites-le. Et pour moi, il n'y a pas c'est possible d'équilibrer tout, c'est possible de faire des choix. Peut-être que vous ne serez pas une autre, vous ne serez pas comme une de vos amies qui a fait autre chose, qui a décidé d'avoir plein d'enfants ou d'être très très disponible, ou j'en sais rien. Mais vous ferez les choses bien et votre vie sera belle et vous allez réussir. Il n'y a aucune raison. Il faut tenir, en fait, vraiment, je pense. Gardez le Il cap. faut nourrir très très cher ces petites énergies, ces petits moteurs qu'on a, ce qui nous tient au corps et ceux qu'on a envie d'accomplir, parce que je pense qu'on est tous capables de le faire. Il y a une autre anecdote relative au management, une journée de terrain avec vos équipes commerciales. On vous a fait ressentir la nécessité d'être plus présente. Est-ce que vous pouvez la raconter, cette anecdote? Oui, on revient un peu au sujet du temps, hein, j'allais dire, mais je trouve que quand on est dirigeant ou dirigeante, notre temps est très extensif et extensible. En gros, on n'est pas souvent chez soi. Nous, Nickel, c'est une entreprise qui est dans 5 pays, donc moi, je suis souvent en Allemagne, au Portugal, en Belgique. L'anecdote en l'espèce, c'est que je vais voir des équipes, je suis tellement contente de réussir à avoir passé une journée de terrain avec eux, pour moi, c'est un exploit parce que j'ai réussi à bloquer cette journée dans mon agenda et que je m'y suis tenue. Et au moment où j'arrive, il y a une collaboratrice qui me dit: «Ah, c'est trop bien, Marie, que tu sois avec nous, on est hyper contents parce qu'on ne te voit jamais». Et en fait, il y a toute une première partie de la phrase qui est très positive, que j'aurais pu écouter. Il se trouve que je ne l'ai pas entendue, j'ai Vous juste avez entendu entendu que la chute. «On te voit jamais». Oui. Alors que moi, j'ai le sentiment d'essayer de passer mon temps à équilibrer tout ça. Le temps de réunion,
le temps de décision, le temps de vision, de stratégie, d'explication, le temps de faire exister Nickel dans un écosystème, le temps de relation avec nos actionnaires, le temps de passer du temps avec les équipes pour qu'elles comprennent que c'est fondamental ce qu'elles font et que ça m'intéresse fondamentalement et que j'apprends à leur côté. Et tout ça fait que j'ai le sentiment de passer quasiment ma vie Ouais. dans cette entreprise. Mm. Et Pour autant, on vous les dit que équipes vous ne n'êtes le pas là. perçoivent pas et on me dit t'es pas là. Et donc, Qu'est-ce qui en a découlé ce alors? qui en a découlé, c'est que j'ai dû apprendre à être insatisfaite. C'est ce côté du syndrome de la bonne élève. C'est dire on est content quand tout le monde nous dit bravo. Et en fait, là, les équipes me disent pas bravo, elles me disent que ça va pas. Et moi, je sais que pour autant, je ne serais pas capable d'en donner plus. Donc, les équipes vont devoir vivre avec cette insatisfaction et moi, je devrais vivre avec le fait que c'est ça. Oui, donc il n'y a pas forcément de solution qui en a découlé. Voilà, vous avez juste accepté Bah, votre deuil. j'explicite de plus en plus. D'accord. Parce que C'est ça l'outil, on Ouais. retient celui-ci. Non, mais c'est vrai. Il faut expliquer tout le temps. Je partage mes contraintes. Face à ce genre de réaction. C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous pensez qu'un leader, une leaduse, doit partager ses propres vulnérabilités avec ses équipes? En tout cas, par exemple, sur ce point-là, je partage. En fait, j'essaye d'expliquer aux équipes ce que c'est que finalement ma vie, mon agenda. Après, chez Nickel, on a plein d'outils. Typiquement, mon agenda est ouvert. Donc, tout le monde peut voir mon agenda. Ok. Sauf quand j'ai des réunions confidentielles. Je ne sais pas si je dois parler à quelqu'un de sa situation C'est-à-dire RH. que n'importe qui peut surgir dans votre bureau tant qu'on est sur un... Oui, donc mon sur agenda un trou est ouvert. Les dans gens l'agenda. voient mon agenda, voient qui je vois, ce que je fais. Mais globalement, c'est assez peu confidentiel. Hein. Ça, c'est gérer une entreprise. Les sujets que je veux confidentiels, c'est écrit occupé. Mais les gens voient, par exemple, la densité de mes journées. Donc les gens voient Oui, en fait, rien de mieux pour faire comprendre l'absence, en fait. Essayer de partager la réalité de mon métier, essayer de faire comprendre que c'est très difficile d'être à plusieurs endroits en même temps et qu'en même temps, je suis pas loin de réussir à le faire. Les équipes comprennent, les équipes, du coup, vont plus facilement valoriser. Et tout en créant des moments quand même de qualité avec elles quand je suis... Et justement, c'est la dernière question, malgré ce manque de temps évident. Comment est-ce que vous faites pour que chacun se sente un minimum soutenu et valorisé? Il y a une espèce de sincérité et de simplicité dans les échanges que j'ai avec les équipes. Ça, c'est pour moi très important. Donc au moment où je suis avec elles, globalement, je vais être avec elles. En train de parler de leur sujet. Donc des moments de connexion informelle, quoi. Non, même dans des réunions, en fait, on va vraiment parler des sujets. Si c'est bloqué dans mon agenda, ça peut être un quart d'heure ou 20 minutes, mais ça sera vraiment un temps accordé qui sera dédié au sujet et à l'équipe. Alors, je veux quand même pas qu'on pense que je ne suis pas quelqu'un qui regarde sa téléphone et je fais aussi ça. Je ne suis pas parfaite. Mais cette qualité-là, je pense qu'elle vient de là. C'est-à-dire qu'il y a des vrais moments où on est ensemble, en fait, et on se connaît, on crée une relation sincère qui va, pour moi, créer de la confiance et de l'autonomie très vite, parce que une fois qu'on s'est donné on a pris 2-3 décisions claires, qu'ensuite je passe pas mal de temps à essayer d'expliciter ces décisions autour, pour qu'ensuite la personne elle-même puisse travailler. Voilà, elle a ce champ de responsabilité, on lui a confié cette problématique, on a dit aux autres voilà, c'est ça on attend de cette personne, et travailler avec elle pour que on puisse tous progresser sur ce sujet-là. Ça permet vraiment d'autonomiser, d'aider nos équipes à prendre des initiatives, à être à l'origine de projets et à faire progresser cette entreprise. C'est déjà la fin. Merci beaucoup, Marie, pour cet échange. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.